Bonjour à tous, bienvenue sur Originel. Pour cette première vidéo, je souhaite vous partager mon parcours avec la maladie, ses à côté, et surtout ce qui aujourd'hui me fait penser que ce qui m'est arrivé est un cadeau. Comment ça m'a permis de construire une vie dont je n'aurais pas osé rêver quand j'étais plus jeune. Je dirais même une vie que je n'aurais jamais cru possible. On m'a donc diagnostiqué plusieurs maladies graves et incurables. La première lorsque j'avais 12 ans, une maladie auto-immune de la thyroïde, la maladie de Basedow, qui est globalement une hyperthyroïdie, mais avec en plus la présence d'anticorps qui attaquent la thyroïde. Avec cette maladie, j'ai souffert d'une comorbidité qui s'appelle l'exophtalmie, une maladie grave et incurable des yeux, vis-à-vis de laquelle la médecine s'avoue tout à fait impuissante. C'est en fait un tissu qui gonfle derrière l'œil et qui le pousse hors de sa cavité. On ne peut pas intervenir sur ce tissu. Et moi, j'étais arrivée à un stade où l'ophtalmo m'a dit si ça s'empire, on sera peut-être contraint de fracturer vos orbites pour laisser de la place au globe oculaire et croiser les doigts pour que la tension effectuée sur le nerf optique ne provoque pas la cécité. Donc voilà, j'avais 12 ans, ça m'a fait très peur. Et j'ai aussi beaucoup souffert de l'aspect esthétique, parce que ça me donnait un regard très étrange, toujours étonné. On voyait du blanc au-dessus de mon iris, on voyait un morceau de cornée, et ça m'a valu beaucoup de moqueries à l'époque, donc c'était compliqué. J'ai pu prendre un traitement pour la maladie de Basedow pour son aspect hyperthyroïdie, un traitement qui permet de maîtriser l'activité de la thyroïde qui est excessive, mais pour le volet auto-immun, on m'a jamais rien proposé. Donc voilà. J'ai aussi eu un début de cancer du col de l'utérus. J'ai subi une conisation après ma première grossesse. Après ma première grossesse, j'ai aussi fait une rechute de Basedow. Donc j'avais été stabilisée vers mes 18 ans, après 6 ans de traitement. Et j'ai fait une rechute. C'est a priori courant, enfin en tout cas les médecins préviennent que les grossesses peuvent en engendrer. Donc à cette époque-là, j'ai repris un traitement pendant 2 ou 3 ans. À 32 ans, on m'a diagnostiqué une maladie dégénérative de la cornée, un kératocone. Donc ce qui se passe, c'est que la cornée s'amincit et l'œil se déforme et devient conique, d'où le nom kératocone. Là encore, il n'y a pas de traitement. On peut proposer des béquilles comme des anneaux intracornéens ou une greffe de la cornée si on devient aveugle, mais la médecine ne propose pas de traitement qui permet de guérir. Donc voilà, j'ai quand même eu quelques claques, quelques diagnostics pas faciles à encaisser. Malgré tout, même quand j'étais enfant, enfin, je me suis jamais vraiment identifiée à quelqu'un de malade. J'ai toujours eu quelque part en moi cette conviction que je m'en sortirais. Et je pense que c'est cet état d'esprit qui a été la base de tout ce que j'ai pu mettre en place aujourd'hui et qui a fait que je ne me suis pas laissée démonter par mon parcours médical, dont j'ai aussi un peu envie de vous parler, euh, parce que je ne me suis pas détournée de la médecine par idéologie. J'ai vraiment vécu des trucs intolérables pour moi, notamment enfin, avec mon premier endocrinologue qui m'a proposé une ablation de convenance de la thyroïde. Alors qu'aujourd'hui, j'ai ma thyroïde, je me porte très bien, je ne prends plus de traitement allopathique. Alors je fais très attention, enfin la santé est pour moi une priorité. Voilà, quand on la perd ou quand on ne l'a pas, euh, c'est souvent une préoccupation assez importante. Mais donc, ce médecin m'a proposé de m'enlever la thyroïde pour que je sois tranquille. Il faut savoir que quand on n'a plus de thyroïde, on est dépendant de la prise d'hormones thyroïdiennes pour survivre. Donc si pour quelle que soit la raison, on n'a pas accès à ces hormones, a priori c'est la mort assurée. Donc c'est quand même une condition qu'il faut assumer, je trouve. Euh, et quand j'ai
été diagnostiquée du kératocone. On m'a conseillé une ophtalmo qui voulait m'opérer à tout prix, me placer un anneau intracornéen en urgence. Cette dame voulait me faire signer une décharge qui la dégageait enfin, en tout cas, qui stipulait bien que je risquais de perdre mon œil, que je n'avais aucun recours contre elle si je perdais mon œil suite à l'opération. Elle n'a pas voulu que j'emporte ce document, que je puisse demander un avis externe à ma famille ou à qui j'aurais pu juger utile de le faire. Et donc j'ai préféré mettre un terme à ma consultation avec elle. Et par la suite, j'ai appris que cette dame était connue dans le milieu médical pour être une businesswoman qui rentabilisait sa clinique privée à tout prix. Et donc, j'ai été très choquée à nouveau. J'ai aussi été hospitalisée de force euh, pendant ma grossesse, ma première grossesse. Voilà, j'étais déjà indépendante. C'est vrai que je travaillais beaucoup, mais encore une fois, je faisais très attention à mon hygiène de vie. J'allais faire des monitos pour être sûre que tout allait bien, et j'ai été hospitalisée par un gynécologue qui ne m'a pas auscultée. Il ne m'a pas examinée, il a ordonné mon hospitalisation par téléphone. Donc j'ai été très choquée de me retrouver sous perf à l'hôpital à manger de la merde alors que j'étais enceinte et que personne ne voulait entendre que j'étais quand même capable de rester alitée si on me le demandait. De mon point de vue, et aussi du point de vue d'autres médecins avec qui j'ai partagé mon expérience, j'ai subi des maltraitances médicales. Euh, donc au-delà du fait que ce qu'on m'a diagnostiqué était ouvertement annoncé comme incurable, ou en tout cas sans traitement connu, voilà, j'ai pas vraiment été incitée à poursuivre dans cette voie-là. Donc j'ai cherché par moi-même comment améliorer mon état, ma santé. J'ai d'abord jeté mon dévolu sur l'alimentation, qui est toujours, qui tient toujours une place très très importante dans ma vie, mais qui n'est plus mon seul sauveur, si je peux m'exprimer comme ça. Euh, la vie m'a montré à plusieurs reprises que je m'oubliais vraiment, que je me censurais, que je me limitais. Et j'ai à un moment envoyé tout valser. Donc en l'espace de 2 mois, j'ai fermé mon activité professionnelle. Donc j'étais indépendante, j'ai divorcé et j'ai déménagé. Et là, j'ai vraiment pu me retrouver, même si ça a été aussi une expérience assez bouleversante. J'ai pu me retrouver et j'ai été forcée de me regarder en face et d'admettre que bien que j'étais devenue 5e dan d'évitement des toxiques et experte en alimentation saine, même si, voilà, aujourd'hui, encore une fois, j'ai pris du recul avec ça et je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire et que l'alimentation en particulier n'est pas quelque chose à standardiser et que chacun doit trouver sa voie. Euh, donc malgré tout ça, je n'allais pas mieux et donc j'ai été obligée de regarder l'aspect émotionnel derrière tout ça, et puis je me suis prise de passion pour la santé émotionnelle, les neurosciences, le subconscient, les croyances, et j'avoue que ça a été vraiment, ça m'a permis une avancée significative sur mon parcours de guérison. Alors je cite le mot guérison, guérison de maladies incurables. Si je suis totalement honnête, je pense que c'est possible. J'ai lu beaucoup de bouquins d'ailleurs où sont référencées des guérisons dites miraculeuses. Il y a quand même souvent un dénominateur commun parmi toutes ces guérisons, c'est que les gens ont changé de vie. Les gens à qui c'est arrivé euh, se sont recentrés, ont appris à se connaître, et c'est ça qui est déterminant, même si c'est pas jugé comme probant par la médecine classique.
les bouquins que j'ai lus sont écrits par des médecins, notamment Gabor Maté, que j'aime beaucoup. Et donc ces guérisons ne sont pas si miraculeuses que ça. Il y a un réel changement dans l'écologie intérieure de la personne, euh, une réelle connaissance de soi, un amour de soi qui devient possible quand on prend la peine de se l'octroyer, en tout cas, enfin, qu'on se donne les moyens de se l'offrir. Et voilà, pour moi, ça c'est vraiment très important. Pour revenir sur le mot guérison, pour moi, et encore une fois, je m'inspire du docteur Gabor Maté, la guérison, c'est pas un but à atteindre, c'est un état d'esprit, c'est un chemin. Parce que la vie est dynamique et impermanente et que des défis nous seront toujours présentés. Mais ce qui change, en tout cas pour moi, c'est ma manière de les aborder, ma relation à eux. Donc je disais que j'avais jeté mon dévolu avant tout sur l'alimentation et l'évitement des toxiques. Et que bien que je pense que ce soit une base, souvent ça n'est pas suffisant et qu'il faut arrêter de se combattre soi-même et se permettre enfin d'être authentique. Un point que je voulais aussi aborder avec vous, c'est que le stade dégénératif de la maladie, c'est quand même du sérieux. Même si, comme je disais, je crois qu'on peut guérir de tout. En tout cas, on peut bien vivre avec des choses très lourdes. Ça indique quand même le stade dégénératif que le corps rame depuis un moment. Et encore une fois, là, rien ne m'a été proposé. Enfin, jamais on a abordé des questions comme mon hygiène de vie ou autre. Et moi, je voulais pas me satisfaire de ça. Et donc j'ai cherché. J'ai cherché par moi-même. Et quelque chose qui m'apparaît aussi très important et que je voulais vous partager, c'est que les solutions ne sont pas extérieures. J'ai quand même consulté pas mal de monde et surtout, je me suis formée, j'ai fait énormément de formations. Petite parenthèse ici, je pense parce que j'avais du mal et je pense que j'ai encore du mal à m'offrir simplement un accompagnement. Euh, il y a toujours une question de rentabiliser ou de mériter là derrière, quelque chose qui n'est pas encore très au point. Mais tout ça pour dire que la solution n'est pas extérieure. Par exemple, quand j'ai fait le CERDEN, j'ai attendu avec impatience le cours d'endocrinologie où on allait enfin peut-être, enfin, j'avais cette attente, me donner des instructions claires pour me dire, voilà, pour soigner votre hyperthyroïdie, il faut manger comme ça, éviter ci et ça. Mais ça n'est pas venu. Je me souviendrai toujours le moment où le cours d'endocrinologie s'est terminé et pas un mot sur l'hyperthyroïdie. Donc je vais trouver la personne qui l'a dispensé et je lui demande, vous n'avez pas parlé d'hyperthyroïdie, ne serait-ce pas un oubli? Elle me dit, non, en fait, l'alimentation, enfin, avec l'alimentation, on ne peut rien pour l'hyperthyroïdie. Voilà, déception, enfin je m'attendais vraiment à ce qu'on me donne la solution, la marche à suivre, pas à pas. Mais en fait, il y en a pas. Et si je suis tout à fait honnête, à chaque formation que j'ai fait, je me dis, je vais enfin, on va me prodiguer la méthode, la chose que je vais avoir envie d'appliquer tous les jours, parfaitement, qui va changer ma vie. En tout cas, pour moi, ça n'est pas arrivé. C'est plutôt une somme de petites choses, d'expérimentation au quotidien et toujours cette conscience que finalement c'est le chemin, enfin que on peut profiter sans que ce soit parfait. Donc se ramener consciemment dans un état qui permet de se sentir bien et qui aide grandement le corps et le système nerveux en plus à faire son travail de régénération. Euh, et donc c'est gagnant-gagnant. Non seulement
la vie est plus agréable et en plus, on offre des fenêtres d'opportunité au corps pour se régénérer. C'est un dialogue interne qui est à revoir complètement pour créer un état de bien-être. Et en fait, en gros, si je dois résumer, c'est vraiment la connaissance de soi qui change tout. Euh, je me suis passionnée aussi pour les outils de connaissance de soi comme le profilage alimentaire, pour la connaissance de soi nutritionnelle, la théorie polyvagale, pour vraiment comprendre mes mécanismes et vraiment pouvoir agir sur le stress en profondeur. Donc, le stress, c'est un abus de langage, vraiment pour pouvoir changer ma relation aux événements, aux situations, pour être beaucoup plus zen. Et un autre volet qui me paraît très important, c'est le travail sur le subconscient, les croyances, parce que le système nerveux, c'est le hardware et les croyances sont le software. Alors c'est sûr que si l'ordinateur est cassé, ben, on ne peut pas faire tourner le logiciel. Donc c'est là en effet que l'alimentation et l'hygiène de vie en général sont très importants. Mais après, si on veut vraiment tirer profit du PC ben, ou de l'ordinateur, l'idéal c'est d'avoir de bons logiciels. Donc, maladie incurable ne veut pas dire plus d'espoir, euh, mais je pense qu'on a chacun, on est responsable de notre condition et on peut tout à fait prendre les choses en main soi-même. Alors je dis pas qu'il faut fuir à tout prix les traitements allopathiques et les médecins, euh, mais qu'il ne faut pas attendre ni de n'importe quelle thérapie alternative d'ailleurs une solution miracle, qu'on a vraiment un rôle à jouer et ça c'est super parce que ça veut dire qu'on peut changer les choses. Voilà, ça implique de prendre sa responsabilité, mais par contre, ça ouvre des opportunités énormes. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. J'espère que c'est pas parti dans tous les sens, que c'était pas trop brouillon. Et j'espère aussi que ça a pu résonner pour ceux d'entre vous qui souffrent aussi de maladies, voire de maladies incurables. J'ai l'intention ici de partager à l'avenir vraiment autour de ce qui m'a aidé et plus autour de mon parcours. Mais voilà, je voulais poser un contexte parce que j'ai toujours un peu peur qu'on m'accuse de dénigrer la médecine, ce qui n'est pas le cas. J'ai d'ailleurs une très bonne relation avec plusieurs médecins à l'heure actuelle et c'est même un d'eux qui m'a incité à partager mon parcours parce que il souhaite aussi voir évoluer la pratique de son beau métier. Et voilà, maintenant, si vous pouvez déjà repartir avec quelque chose aujourd'hui, cette vidéo aura déjà servi à quelque chose et je vous retrouve très bientôt pour un autre partage autour de la guérison et de l'espoir.